Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest, qui invite donc Monsieur Bernard Prat-Desclos de la société eWinvest et qui va bien sûr, comme chaque mois, puisque désormais c'est une invitation mensuelle, donc on a le plaisir de retrouver une fois par mois Bernard sur une thématique relativement similaire en termes de méthode et d'analyse et de suivi des marchés et également d'apprécier un petit peu comment on peut utiliser sa méthode GTAS dans les conditions de marché du moment, quelque part. Voilà, donc c'est un plaisir d'accueillir Bernard. Sans plus tarder, je lui laisse la parole tout en vous précisant que le webinaire est enregistré et en vous renouvelant tous mes voeux de santé, bonheur, mais aussi prospérité, puisqu'on est dans le domaine financier, n'est-ce pas, pour cette année 2023. Donc, à toi la parole, Bernard. Merci Alain. Déjà, bonsoir à toutes et tous. Meilleurs vœux évidemment pour cette année qui s'ouvre. La santé d'abord, évidemment, c'est le plus important. Et les marchés se chargeront de nous récompenser sur le plan financier. Alors, donc aujourd'hui, je vous propose un webinaire sur les marchés, sur des analyses de marché. Toujours la même chose, ce qui m'intéresse, c'est de l'interactivité. Donc, je vous invite à me poser toutes les questions sur les analyses qu'on va voir et toutes les questions sur le trading, sur le swing trading, sur l'investissement, bref, sur ce que ou sur toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Moi, ce qui m'intéresse, si je suis au bureau depuis 5h30 ce matin, donc vous voyez à l'heure où je vais finir. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir répondre à vos problématiques. Voilà. Donc surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des doutes, des questionnements, vous bloquez sur un point, sur un autre, voilà. Cette heure que je vous consacre tous les mois, vous en profitez pour me poser toutes les questions que vous voulez. Donc aujourd'hui, on va surtout se focaliser, je pense, en ce début d'année, ça peut être intéressant de faire un point sur les marchés, donc sur les indices en général, mais si vous voulez aussi que l'on regarde d'autres marchés que les indices actions, on pourra bien évidemment le faire, et voir aussi la méthodologie que j'emploie moi, qu'il faut employer lorsqu'on aborde les marchés. Et voilà ce que nous allons voir tout de suite. Donc, petite présentation personnelle très rapide. Je pense que vous voyez bien mon écran. Ça défile ou pas? Ça défile pas. Donc, heureusement que j'ai vérifié. Voilà, là, ça doit défiler. Donc, Bernard Prat-Desclos, ça fait 25, mais ça va en faire 30 bientôt maintenant que je suis sur les marchés. D'abord, trader individuel, comme beaucoup peut-être d'entre vous. Et après, comme j'avais un certain nombre de résultats sérieux, j'ai été recruté dans un premier hedge fund et j'ai eu une grosse dizaine d'années professionnelles dans les hedge funds où j'ai fait 3 fonds principaux. Depuis maintenant 6 ans, j'ai créé une fintech qui démocratise vraiment l'accès à la bourse, qui a obtenu un certain nombre de prix French Tech auprès de la BPI, etc. Et je suis l'auteur de 2 ouvrages, Trading et contrats futurs, et le deuxième qui s'affiche là aussi, Stratégie de marché. Voilà pour la présentation rapide. On peut clore la présentation pour aller tout de suite sur les indices. La première question que je vous poserai, si vous voulez bien jouer le jeu de l'interactivité, encore une fois, moi, c'est ce qui m'intéresse. Si vous pouvez me dire, parce que comme ça, je sais mieux ce que vous faites, ce que vous tradez, et donc je peux mieux orienter mon discours. Si vous pouvez me dire quel est votre style de trading, est-ce que vous êtes plutôt scalper, day trader, swing trader, investisseur, moyen, long terme? Est-ce que vous travaillez sur les actions, sur les CFD, sur les contrats futurs, sur les matières premières, sur les devises, le forex, bref, voilà. Et éventuellement, je suis très, très, très curieux, évidemment, éventuellement, depuis quand vous le faites et si vous êtes expérimenté, puis comment ça se passe. Voilà. Si vous voulez, évidemment, il n'y a aucune obligation. Donc là, je vais vous présenter, je vous laisse écrire hein, si vous le souhaitez, et je vais commencer à vous présenter un certain nombre d'indices. On peut commencer par l'indice CAC.
Alors, j'ai une première réponse. Moi, toujours SHMO M1 sur DAX, mais ça, c'est pas une surprise. Alors, SHMO, il faudra que je vous explique. Et tiens, ben, tout à l'heure, je vous expliquerai ce que c'est. C'est une des stratégies que j'utilise avec la méthode GTAS. Tiens, puisque l'on en parle, ben, je vais juste en 3 mots vous présenter la méthode GTAS, oui, que vous avez sous les yeux sur le graphique que vous avez là. En fait, l'idée de la méthode que j'ai développée, c'est parce que lorsqu'on débute en bourse, ou même ceux qui ont du métier, on constate que trop souvent, ils vont virevolter, danser d'un indicateur en fait à l'autre, et ils ne sont jamais satisfaits. Et on cherche beaucoup l'indicateur miracle, la stratégie miracle, le système qui serait miracle. Je n'y crois pas, ça ne marche pas, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de système miracle, il n'y a pas de méthode miracle, mais il y a par contre des compromis très acceptables, des compromis très efficaces et des compromis qui doivent nous permettre d'être réguliers, car en bourse, le plus important pour moi, c'est la régularité. Les traders qui viennent me voir pour que je les coach et qui me disent je viens de faire x3 avec mon capital en 3 mois, souvent la phrase suivante et j'ai tout reperdu en 3 jours. Puisqu'effectivement, faire x3 son capital, ça n'a rien de très extraordinaire. Vous moyennez, vous envoyez, vous mettez du levier et avec un immense bol, ça passe jusqu'au jour où ça ne va plus et où vous allez tout reperdre. Donc, pour faire du trading sérieusement à longue durée, pour avoir un rendement sérieux, pour en vivre, il n'y a aucun secret. Il faut avoir une bonne méthode, évidemment, et il faut avoir une gestion du risque sans faille. Et la bonne méthode, le premier truc, c'est déjà de ne pas avoir 25 indicateurs sur les graphiques. Si vous avez une méthode, voilà, si vous avez une méthode où vous avez trop d'indicateurs, trop de courbes, trop de traits, trop de tout, au final, ça vient obscurcir notre prise de décision. Et nous, en tant que traders, notre job principal, c'est de prendre des décisions. Donc, vraiment, il est très important que vous suiviez cette méthode pour ceux qui la suivent ou que vous développiez ce que je vous souhaite, bien évidemment, votre propre méthodologie. Il est très important que sur vos écrans, ce soit très allégé. Plus vous complexifiez, généralement, c'est parce qu'on manque de confiance. Généralement, c'est parce qu'on croit qu'en ajoutant un indicateur supplémentaire, on assurera de la sécurité supplémentaire sur le trade qui s'ouvre. C'est faux. C'est faux. Les seules sécurités que l'on peut s'assurer lorsque l'on trade, dans tous les cas, ce n'est jamais sur le trade qui s'ouvre, c'est sur une série de trades. Si vous raisonnez de cette manière, bah, tout ira bien. Si vous ne voulez pas raisonner de cette manière, ça pourra devenir très compliqué. Voilà, donc GTAS, c'est 3 indicateurs sur les prix. Un indicateur, là que vous voyez, une courbe qui peut avoir un fonctionnement qui peut vous paraître très étrange, mais qui est un comportement très intéressant, qui va être un stop suiveur pour certains déclenchements de stratégie. C'est ensuite cette configuration, je vais y arriver, cette couleur-là, en fait, qui est un nuage, non pas un nuage Ishimoku, mais un nuage BSI, donc qui va aussi nous servir pour un certain nombre de stratégies. Et c'est enfin un fond d'écran qui va être blanc, qui va être rouge, qui va être vert. Et en fonction de la couleur de ce fond d'écran, on va avoir des autorisations et on va avoir des interdictions. Car la suite de ce que je vous racontais, lorsqu'on crée une méthode, ce qui est important, ce n'est pas seulement, encore une fois, de rechercher quelque chose qui n'existera pas, c'est aussi de filtrer.
un trader, on choisit, on prend des décisions et on doit filtrer. Et une méthode, son job, ce n'est pas de nous trouver des trades toutes les 30 secondes. Son job, c'est d'éliminer un maximum d'opérations, car la conséquence, tout prouve, et les exemples sont légion, et on peut même le démontrer de manière mathématique, plus on trade et moins on a de chances de réussir. Donc ceux qui sont en mode hyper overtrading, effectivement, ils pourront connaître des périodes où ça marche énormément bien et ensuite, tôt ou tard, et la méthode les pousse dans des conditions psychologiques qui pètent un câble. Et en plus, financièrement, c'est pas parce que je suis là avec un courtier que je vais pas le dire. Le courtier, il faut avoir un courtier solide, fiable, sérieux. L'intérêt pour moi du courtier, c'est de vous conserver le plus longtemps possible. Ce n'est pas de vous prendre tout votre argent en commission de courtage en quelques semaines. Voilà. Donc, il est important, lorsqu'on élabore une méthode, que la méthode nous filtre pour nous interdire. Et souvent, hélas, je ne le vois pas. Je ne vois pas. Je vois des gens qui arrivent avec des méthodes, des systèmes, des indicateurs qui leur envoient des signaux et des stratégies utilisées toutes les 5 minutes, mais sûrement pas des méthodes qui leur disent non, là tu fais rien, là tu fais rien. Voilà. Et donc, ces fonds d'écran, j'y viens, ces fonds d'écran rouge, blanc ou vert nous indiquent ce que l'on doit faire, mais je dirais presque surtout nous indiquent ce qui ne nous est pas autorisé, donc ce qui nous est interdit. Et en nous interdisant, ça va mécaniquement interdire un certain nombre de trades et notamment interdire un certain nombre de trades classiques que l'on connaît chez les traders qui sont en perte, puisqu'effectivement, le profil des traders qui sont en perte est relativement bien documenté là aussi. Et enfin, ces trois indicateurs sont, on a en plus 3 indicateurs en bas qui, eux, vont nous offrir et la tendance et le timing pour ouvrir ou pas une position. Voilà. Donc, un système très visuel, très simple, un système qui nous autorise, qui nous dit lorsqu'on peut faire et qui nous interdit. Voilà. Et éventuellement, si les marchés s'y prêtent, j'essaierai de vous montrer 2 ou 3 exemples de ce que l'on peut faire ou de ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors, je vois ça chez moi, OK. Des trading sur futurs et CFD, investisseurs sur action, merci. Scalping M5, Forex et swing trading sur action, merci beaucoup. Les autres, vous n'hésitez pas aussi si vous voulez me partager vos idées. Allez, enfin, ce que vous faites, je vais y arriver. Donc, on va commencer à faire une analyse sur le CAC. J'aimerais bien vous poser une petite question pour commencer. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris par ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, 2022? Donc, le rebond que le CAC a connu entre le 29 septembre de mémoire et le 13 décembre, puis la baisse qu'il y a eu jusqu'à la fin de l'année sous les 6400 points, et le rebond désormais, un CAC très proche des 7000 points. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris? Est-ce qu'il y en a qui se sont mis en face le mouvement? Est-ce qu'il y en a qui l'accompagnent? Est-ce qu'il y en a qui ne le comprennent pas? Est-ce que vous pensez que les investisseurs sont fous? Je suis preneur de vos commentaires, si vous voulez bien. Et preneur et curieux. J'aurais rien vu venir. Vu Webi du mois dernier, pas surpris. Vu le Webi du mois dernier, pas surpris. Mais consolidation, pas surpris. Mais sinon, j'aurais rien vu venir. Ok.
Dans le webinar qu'on a fait le mois dernier, tu as été utile. Bon, ben, tant mieux déjà. Le rebond n'était pas surprenant, ni la consolidation de fin d'année. Merci, excellent. Je valide tout ça. Oui, mais même le rebond depuis le début de l'année. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient du mal à comprendre, juste un mot sur le fondamental de ce qui se joue, c'est-à-dire que grosso modo, on est dans un grand combat entre les investisseurs et les banquiers centraux. C'est-à-dire que les investisseurs ont décidé, en gros, c'est une image, je vais essayer de vous trouver un mot qui est différent. Les investisseurs pensent que l'inflation va se réduire beaucoup plus vite que ce que pensent les banquiers centraux. Donc, les investisseurs pensent que le discours très hawkish, très faucon, très dur des banquiers centraux, notamment celui de Christine Lagarde, ne tiendra pas la route face à la réalité d'une inflation qui va baisser plus rapidement que prévu dans les semaines et mois à venir. D'ailleurs, jeudi, sauf erreur, on a le CPI aux États-Unis. Et donc le CPI, c'est le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Et de notre côté, on a aussi des investisseurs qui désormais font le pari que l'on n'aura plus de récession ou une petite récession et que l'on rebondira très vite. Et en face, pour le moment, vous avez des banquiers centraux qui, à chaque fois qu'ils reprennent le micro, si je puis dire, tapent violemment. Alors aujourd'hui, Jérôme Powell était attendu, il n'a rien dit, mais c'était pour la Banque de Suède, il n'y avait pas lieu qu'il intervienne sur la prospective de ce qu'allait faire la Fed. Il était vraiment dans une philosophie générale. Et dont l'idée, c'est vraiment ce combat entre des investisseurs qui sont habitués depuis 2009 à ce que les banquiers centraux soient très, très, très gentils et très, très généreux avec eux, avec des taux très bas, des taux négatifs, et qui désormais refusent d'entendre, refusent de comprendre, refusent de croire le discours des banquiers centraux. Et donc, c'est un jeu à celui qui va tirer le plus fort sur la corde. Et à un moment, effectivement, il y aura aussi la réalité économique qui peut-être départagera le combat entre les deux. Autrement dit, si demain, on avait une croissance faible, voire une récession, tout en ayant une inflation qui reste persistante, ben vous aurez des banquiers centraux qui vont continuer à taper, donc qui vont continuer à envoyer l'économie vers le bas, et des investisseurs qui vont être pris de court, et donc qui vont être obligés de vendre lourdement, violemment. Et si, à l'inverse, nous avions effectivement quelque chose de très vertueux, la Chine qui s'ouvre à nouveau, l'économie qui redémarre, mais miraculeusement sans recréer une inflation forte sur les matières premières notamment, et en même temps donc l'inflation qui diminue, ben, à ce moment-là, ce sont les investisseurs qui auront raison, et donc peut-être que les banquiers centraux arrêteront leur perspective de relèvement de taux violents, et donc effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, les marchés pourront continuer à aller plus haut. Bon. Mais c'est vraiment ce jeu-là qui se joue en ce moment, donc lorsqu'on connaît à peu près ce qui se joue, c'est très intéressant, et je pense, bon, on vit toujours, je trouve, sur les marchés des périodes très intéressantes puisqu'on a la chance d'être en contact avec l'actualité, avec l'économie, avec tout ce qui se passe. Mais en ce moment, c'est très, 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 très intéressant. Effectivement, vous me dites que c'est la force de ce démarrage qui est surprenant. Oui, on va voir jusqu'où ça tient. Ça doit tenir jusqu'à jeudi, je pense, pour le CPI.
et c'est, je pense, le CPI qui va décider effectivement si l'inflation américaine ressortait encore une fois avec une croissance, enfin, si l'inflation ressortait inférieure aux attentes de manière encore une fois spectaculaire, je pense que ça redynamiserait tout ça. À l'inverse, voilà. Donc là, on va être dans une attente pour les 2 prochaines journées, selon moi. Bon, sur le plan technique, il y avait des choses extrêmement simples à faire. Si je retrouve plutôt, voilà, il est là. Oups, voilà. Donc, il y avait des choses extrêmement simples à faire. Voilà. Maintenant, je suis bon. Normalement, je suis arrivé. Ah, mais c'est parce que il ne veut pas me le prendre comme ça. Il faut peut-être, alors excusez-moi, il faut que je fasse une petite manœuvre là-dedans, que je le réintègre là-dedans. Ça doit être ça, et que je le ressorte. On aura moins de place. Ce n'est pas très grave. Donc ça, je l'enlève. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire les dessins comme je veux. Voilà. Bon. Après la chute du 13 décembre, ce qui est intéressant lorsque l'on trade, que vous tradiez, je pense, hein, je vais vous dire moi comment je travaille. Je fais mes analyses, je trade, je fais du scalping, je fais du day trading, je fais du swing trading et je fais de l'investissement en action. Voilà, donc je fais vraiment sur plusieurs comptes, je fais, bref. Et ce qu'il y a de très intéressant, ce sont les opportunités que l'on voit, les opportunités que l'on va trader. Et après, c'est toujours bien de revenir en arrière, quel que soit l'UT, pour voir si on a fait ce que l'on devait faire. Ça fait donc près de 30 ans que je joue à ce jeu-là. Et depuis 30 ans, je trouve que je continue à mieux trader du fait que je me relâche jamais et que je cherche toujours à travailler les marchés et à voir ce que j'ai fait et à voir ce que j'aurais pu ou ce que j'aurais dû faire. Donc, je vous conseille plus que fortement de jouer à ce jeu-là. Et donc, je vais essayer de vous expliquer là. Effectivement, et la saison des résultats qui va démarrer, qui va aussi nous offrir, nous donner beaucoup des informations qui vont être cruciales pour savoir si les valos des actions sont au prix où il le faut ou pas. Bon, là, ce que je vous montre, si j'y arrive, voilà, ok. Donc là, ce que je vous montre, c'est qu'après la baisse du 13 décembre, on a eu cette phase en accélération où on est passé sous les 6400 points. Puis, logiquement, on a une phase de range très, très claire avec une alternance rouge, blanc, rouge, etc. Bon. Et la phase la plus intéressante sur laquelle il faut revenir, bonsoir à ceux qui arrivent, et la phase la plus intéressante sur laquelle il faut revenir, c'est la sortie qui a été réalisée, évidemment, début d'année, donc en données horaires, où l'on a eu une sortie de range avec une cassure de résistance, qui a été réalisée. Alors pour ceux qui connaissent la stratégie, donc évidemment il y en a au moins un là qui en parlait tout à l'heure, c'est la stratégie SHMO. Donc c'est une stratégie de cassure spécifique et
Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, le lancement que l'on a eu là sur le CAC, sur les 6650 points qui nous offrait le point pour rentrer en long à l'achat, dès lors que le fond de l'écran était vert, ça nous autorisait à prendre cette cassure haussière. Si le fond de l'écran avait été rouge, on n'aurait jamais eu l'autorisation. Et le fait que le fond soit vert a deux gros avantages. C'est que, sur une série de trades, le nombre de points, hein, si vous voulez, de la distance qui nous sera offerte après l'entrée sera plus grande que si le fond de l'écran était rouge. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça augmente les probabilités de manière plus que sérieuse. Alors, sur cette stratégie-là, sachez-moi, alors, selon les supports, selon les UT sur lesquels on travaille, mais ça augmente en moyenne de plus de 10% le taux de réussite, ce qui est quand même assez phénoménal. Donc, depuis que l'on a eu l'entrée à ce niveau-là, ce que l'on constate en suivant la méthode, c'est que le nuage a parfaitement encadré les cours jusqu'à cet après-midi où on est venu retester le bas du nuage et on est en train de rebondir, de repasser en fait au-dessus. Et la ligne verte que vous avez ici en dessous est tout simplement le stop suiveur et le stop suiveur est situé désormais sur les 6820, on va dire. Donc, depuis les 6650, 6820, on est à 170 points de gain suivi et c'est le marché qui, comme toujours, va décider de la suite des opérations. Alors, la suite des opérations, lorsqu'on trade, on n'essaye jamais de deviner, enfin moi, j'essaye jamais de deviner ce que le marché va faire. J'avoue que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de préparer des stratégies, de préparer des plans, de préparer des chemins que le marché pourrait emprunter. Et puis ensuite, en fonction de ce que le marché fera, je vois juste si ça colle par rapport au plan que je voulais. Et si au sein du mouvement qui est réalisé, des fluctuations qui sont réalisées, est-ce que j'ai le droit, donc si c'est un signal à l'achat, est-ce que le fond est vert, etc., etc. Et ça, c'est, je pense, vraiment la manière dont vous devez installer votre trading. Et si vous le faites, vous verrez que les résultats, généralement, s'en portent très bien. Alors, pour les prochaines séances, pour au moins les 2 prochaines séances, on va dire que la probabilité forte, c'est effectivement ça, c'est-à-dire un range relativement plat, donc jusqu'à jeudi, jusqu'au CPI. Donc, je ne sais pas pourquoi je veux effacer systématiquement. Voilà, j'ai envie à chaque fois. Voilà, OK, c'est bon là? OK. Voilà. Donc, un range relativement. Alors, parce que tu cliques et tu as le réflexe de cliquer sur le bouton de droite, c'est le bouton annuler. Tu vas trop vite, c'est le bouton à gauche pour valider. Voilà, je vais trop vite, je le savais. Merci beaucoup, Alain. Et donc, alors, là, ce qu'on voit avec la méthode, c'est qu'on a, pour le moment, on a le nuage qui est en train de se rétrécir. Alors, lorsque le nuage se rétrécit, le nuage va nous servir à la fois pour accompagner le mouvement, il peut nous servir un peu en stop suiveur, enfin, c'est mon ancien stop suiveur d'ailleurs, même si maintenant je l'ai élargi sur celui-là, beaucoup plus efficace. Et surtout, en fait, il va nous indiquer un retournement éventuel de la volatilité. Et
là, c'est un peu ce qu'il est en train de faire puisqu'il s'est vraiment mis à plat, donc il est en train de marquer, même si avec les cours, on le voit largement suffisamment aussi, qu'on est vraiment en train probablement de changer d'air. Alors, le plus souvent, ce qu'il faut savoir pour ceux qui voudraient s'amuser à vendre ce mouvement en se disant qu'il a trop monté, donc il faut qu'il baisse. Alors, les marchés peuvent se retourner violemment, rapidement, avec un nuage qui reste vert, sauf que ce n'est pas, c'est très rare. Très rare, c'est-à-dire que dans 9 cas sur 10, ce ne sera pas le cas. Reste un cas sur 10. Très typiquement, pour ceux qui connaissent, et j'imagine que vous connaissez, c'est évidemment si on a une configuration de type V-top, donc une accélération, on va dire, comme on a eu là, et un retournement très violent suite à une mauvaise nouvelle. Alors évidemment que si jeudi, on avait un chiffre de l'inflation US très mauvais, très supérieur là, à ce qui y est attendu, plus que probablement les cours descendraient de 2 ou 3% sans aucun problème. Donc effectivement, là, le nuage n'aura absolument pas du tout le temps de se retourner. Mais dans la plupart des cas, donc dans 9 cas sur 10, vous allez avoir le nuage qui va rétrécir, les cours qui vont jouer, si je puis dire, avec le nuage, puis on aura une première phase où le nuage va devenir rouge, voilà, et normalement, là aussi, on a après ce premier nuage rouge un retest du haut ou un retest des zones FIBO très classiques, donc entre 62 et 75%. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on commence à être en risque, je dirais, de retournement. Voilà. Donc, c'est bien de savoir, parce qu'on utilise une méthode ou des outils, encore une fois, de ne pas avoir 25 000 explications et avoir des éléments clairs. Tout dépendra aussi du résultat des entreprises. Exactement, oui, il y en a un qui nous l'avait déjà cité. Merci de le reciter. Effectivement, ça va faire maintenant quand même 3 trimestres. Hein. Ça va être le 3e trimestre où l'on attend, si je puis dire, où l'on attend des mauvais résultats, où pour être clair, où la communauté financière en général attend des mauvais résultats, où les analystes qui analysent les entreprises, eux, continuent à avoir des perspectives plutôt sérieuses, plutôt très intéressantes. Et donc, les résultats que l'on a eus, systématiquement, ont été supérieurs à l'ensemble de la communauté. Donc, à chaque fois, ça a généré un rebond. Donc, on l'a eu en juillet et on l'a eu en septembre, octobre. Bon. Donc, on verra si ce coup-ci, à nouveau, on a une accélération suite aux résultats. Donc, voilà. Donc, oui, c'est haussier. Tout reste vert pour le moment. Pour le moment, on a un stop suiveur très clair. Donc, il est hors de question de se dire qu'il faut se mettre en face de le mouvement, hormis sur des opérations de couverture, hein, évidemment. Ça, c'est tout à fait spécifique et autre chose. Mais plus que probablement, pour les prochaines heures et les prochains jours, désormais, ce que nous indique le nuage et ce que nous indique aussi l'aplatissement du stop suiveur, c'est vraiment le fait que l'on devrait rentrer sur une phase de latéralisation de range et que la probabilité que l'on accélère plus haut est désormais très faible, mais ça ne veut pas dire que l'on va tomber. Parce qu'après une hausse, on a un range. On a eu avant le 13 décembre et la chute, on a passé pratiquement 5 semaines de range. 5 semaines de range. Je vous rappelle que les marchés passent beaucoup plus de temps dans une absence de trend, donc sont plutôt en trading range que dans un trend puissant. Voilà. Le trend puissant est la normalité, et la normalité en un seul mot.
les autres indices, si je mets les autres indices, on va voir que le DAX, alors le DAX était en retard sur le CAC jusque-là. Et depuis hier, il est en train de prendre un peu le leadership sur le CAC. Alors, à voir si ça se poursuit. Et là aussi, on le voit très bien. On a eu exactement la même configuration. On a eu exactement le même déclenchement. Stratégie SHMO, suivi ensuite par un flag baissier très propre, très clair. Au-dessus du nuage, alors lorsque vous avez les consolidations qui se font au-dessus du nuage, c'est un signal très puissant, c'est un signal très fort d'une accélération que le trend est très puissant. Et là où il y a une particularité, c'est que le troisième retracement que nous avons là au sein du nuage, vous avez vu que sur le CAC, si je me remets sur le CAC là, on est venu s'appuyer sur le bas du nuage. Sur le Germany, on s'est appuyé sur le haut, ce qui montre bien que là aussi que la force relative est largement supérieure sur le DAX CFD, c'est les CFD là. C'est sur les CFD. J'ai mis les CFD pour me rapprocher le plus possible des marchés en cash, spot, parce que les futurs, je les travaille plutôt à court terme, et lorsqu'il y a notamment les changements d'échéance, je préfère travailler sur le cash. Voilà. Donc là, comme je n'ai pas l'indice cash, le PX1 et le DAX cash, je mets le CFD qui réplique l'indice cash. Voilà. En laissant les horaires futurs. Hein, voilà. Bon. Mais on est sur l'indice, on va dire. Voilà. Donc là, il y a vraiment une particularité. Ce qu'on voit aussi, c'est que le nuage, alors que sur le CAC, le nuage était vraiment aplati, très à plat, là, on voit que sur le DAX, on est au contraire sur un nuage. Le nuage, lorsqu'il est comme ça large, il marque en fait la volatilité et la vélocité. Donc, pour le moment, sur le DAX, il n'y a aucune alerte, aucun signal. Encore une fois, aucune alerte, aucun signal ne préjuge jamais. C'est-à-dire, moi, lorsque je suis à l'achat, que je n'ai aucune alerte, aucune inquiétude, je place toujours un stop. Que les choses soient claires. Voilà. Alors, ça peut être un stop de je sais ce que je m'autorise à perdre, mais il y a toujours un stop. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Je préfère le dire, car là aussi, je sais que des fois, ça prête à confusion sur les stops. Je mets pas. Non, non, les stops, on les met toujours. La plus belle des configurations, la plus belle des stratégies qui vous offre 9 chances sur 10 de succès, ça signifie juste qu'une fois sur 10, vous allez perdre. Est-ce que vous allez travailler sans stop alors que vous allez perdre une fois sur 10? Moi, je ne fais pas. Encore une fois, résister sur les marchés, lorsque vous avez résisté aux cracks, aux bulles, aux attentats, aux accidents nucléaires, aux flash cracks, à tout ce que vous voulez, ben, vous apprenez que les stops, c'est bien, tout simplement. Même si effectivement, je conçois que des fois, ça fait mal. Hier, j'étais avec un investisseur qui m'expliquait qu'il avait acheté une action à 13 et qu'il avait moyenné à 9. Il avait moyenné, donc peut-être qu'il y en a certains qui vont la reconnaître, qu'il avait moyenné à 7, qu'il avait moyenné à 6, qu'il avait moyenné à 4. Et ce que je vous dis est très vrai. Il avait moyenné à 2 et elle valait 1,30.
Tu disais, je fais quoi? Non, c'est 1,30. Or, PA, ils sont à 6 ou 7 là. Non. Et donc, qui me demandait ce qu'il faisait. Que voulez-vous dire à quelqu'un qui a moyenné 6 ou 7 fois et qui. Voilà. C'est que la première perte que tu coupes, c'est une perte sécurisée, c'est ce que tu t'es autorisé à perdre. Donc, il y a zéro stress à le perdre. La deuxième, elle devient plus compliquée. La troisième, tu la mets sous le matelas, sous la couverture, tu fermes les yeux, tu l'oublies et je peux vous citer ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, et j'attends peut-être que dans 5 ou 10 ans, est-ce que ça, c'est de l'investissement ou du trading? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, voilà pour les éléments et voilà comment les choses sont extrêmement claires. Tout est haussier, tout est bien marqué. Le nuage est parfaitement respecté. Le stop suiveur est nickel. Il accompagne. On verra la suite. C'est le marché qui va décider, qui doit décider. Le plus probable, effectivement, est une attente, une latéralisation jusqu'au CPI. CPI qui peut décevoir ou pas. Et puis après, effectivement, comme vous le faisiez aussi bien remarquer, l'attente des résultats. Sinon, ce qu'on va quand même voir, c'est qu'aux États-Unis, la configuration n'a que très peu de choses à voir. Puisque les marchés européens sont revenus sur leur sommet. Les marchés européens, notamment pour le CAC, qui est revenu, sauf erreur, sur des sommets de février, alors que les marchés américains sont au plus bas. Les marchés américains sont très bas et ça ne rebondit pas. Et pour le moment, on est dans une alternance de rouge, de blanc, de rouge, de blanc, etc. Alors, pour ceux qui ne le verraient pas, évidemment, ça confirme le fait que l'on est sur un range et à aucun moment, on peut valider le fait qu'on est dans une accélération. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant que vous allez voir la différence. C'est que donc la cassure qu'il y a eu aux États-Unis, donc qui aurait dû correspondre aux cassures SHMO. SHMO, je vous rappelle, c'est la stratégie GDS, aux cassures SHMO que je vous ai présentées sur le CAC et sur le DAX, qui ont fonctionné aussi bien et qui fonctionnent encore avec beaucoup de résilience. Ben là, on voit bien que cette cassure, le chandelier est très beau. Le premier aussi est là, mais le premier ne vient même pas franchir les hauts tours précédents, donc on va l'oublier. En plus, il se situe dans un environnement où le fond de l'écran est rouge, donc on l'oublie d'autant plus. Et le seul, on va dire, qui aurait pu être valable, se produit, mais avec un fond d'écran blanc. Donc, je vous disais tout à l'heure que le fond d'écran vert validait plus de points potentiels sur une série de trades et en même temps validait un pourcentage de réussite sur la stratégie plus élevé, c'est-à-dire qu'une cassure classique de résistance dans un environnement fond vert GTAS, on a plus de probabilité de réussite que lorsque c'est blanc ou lorsque c'est rouge. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple qui est très clair. Vous voyez bien, là, j'ai une très jolie cassure, très propre. Elle se fait sur un fond blanc et non pas sur un fond vert. Elle se fait alors que mon indicateur ici, le BSI long terme, est rouge. Et là, c'est un élément qui, en principe, en plus, ne nous autorise pas à nous porter à l'achat, de manière claire. Donc, je vous parlais que la méthode, c'est aussi des interdictions. Simple à comprendre. Là en bas, c'est rouge, je ne peux pas y aller.
Si tout avait été vert comme avec le CAC et comme avec le DAX, je pouvais le faire. C'est quoi le résultat? C'est quoi la différence entre ce qu'on a vu sur le CAC et sur le DAX et le dos? Ben, si vous regardez, vous rentrez là, ok, ça a fait un certain nombre de points, on est bien d'accord, mais regardez comment on est venu rechercher tout de suite tout le nuage, comment on est venu tout de suite rechercher le stop. Alors, vous direz que le système a été très efficace puisque le stop nous protégeait sur l'entrée. Déjà bien, oui c'est vrai, mais vous voyez bien que la réalité du système efficace et surtout qui nous disait que cette cassure de résistance n'était pas une cassure de résistance très intéressante à trader puisqu'elle ne présentait pas de grosses probabilités de succès et elle ne présentait pas de grosses potentialités en points. Encore une fois, je vous en parlais et j'aime bien parce que je vous en parle et que juste les exemples nous le prouvent. Donc, et on va voir avec Avelatech. Ben, Avelatech, c'est encore plus flagrant. Ben, l'entrée, on l'a jamais eue parce que l'entrée aurait dû être là. Et à ce moment-là, le fond d'écran est rouge. Et l'entrée à ce niveau-là, on est aussi sur un fond d'écran rouge. Là aussi, donc à aucun moment sur le Nasdaq, j'aurais pu saisir cette entrée. Donc, on était bien sur des cassures de range de plusieurs journées. Sur le DAX et sur le CAC, ça génère beaucoup de potentialités, beaucoup de points avec des probas de succès plus fortes parce que le fond d'écran est vert au moment où ça déclenche la cassure en SHMO. Hein, c'est quand même une cassure spécifique. Et sur le Nasdaq et sur le Dow, là aussi en CFD, hein, pour que les choses soient claires, mais c'est la même chose avec les futurs et avec le cash en l'occurrence. On est sur des fonds d'écran rouges et on est sur des cassures qui ne sont pas valables. Résultat, ben, on constate qu'on n'a eu ni des probabilités fortes, puisque ça ne fait rien, ni des potentialités fortes. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut travailler. C'est bien de savoir lorsqu'on rentre. Parce que j'ai vu une question et du coup, et je viens de cliquer où il ne fallait pas et elle est partie. Hop, elle est revenue. Ton analyse sur le fait que les indices US restent dans un immense range loin du sommet alors que l'indice Europe monte. Tu me parles de mon analyse macro là. Alors si tu veux tout savoir, j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas. Alors j'ai des pistes de réflexion. Première piste de réflexion, on considère que les marchés américains sont beaucoup plus chers que les marchés européens. C'est un fait. Donc, il est logique au moment où ça relâche un peu de pression que les marchés les moins chers remontent. Élément 2, le dollar, la force du dollar était une main sur la tête des marchés européens. Un dollar qui s'est retourné, donc une force relative de l'euro qui reprend, incite les investisseurs américains à revenir en Europe. D'accord? Puisque si vous achetez de l'euro, bah, du coup, vous vous y retrouvez. Et puis ensuite, il suffit que vous fassiez de la couverture et tout va bien. Et enfin, donc ça c'est pour les éléments que je peux comprendre. Bruno. Après, il y a des éléments que je ne comprends pas. C'est-à-dire que
que les États-Unis soient plus bas, c'est assez logique, puisque la Fed a tapé très très fort. La Fed a tapé très fort, puisque la Fed a augmenté ses taux de 450 points de base. Donc, 400 points, je sais plus, de 400 points de base. Donc en 12 mois, c'était la première fois dans son histoire que ça arrivait. Donc ça, c'est le premier point. L'Europe est très en retard sur ce point-là, sur ce plan-là. Donc ça veut dire qu'il y a un différentiel de taux entre les marchés de taux obligataires entre les marchés européens et les marchés américains à l'avantage pour le moment des marchés européens. Mais ça veut aussi dire logiquement, c'est là aussi c'est le pari des investisseurs, c'est que les investisseurs font le pari que la BCE n'augmentera pas grosso modo ses taux au-delà de 3,5%. Avec une inflation autour de 10% en Europe, 9,5 désormais, même si elle continue à baisser un petit peu, historiquement, on sait qu'on fait tomber l'inflation lorsqu'on met les taux au-delà de l'inflation. Alors, je ne dis pas qu'il faudra qu'on monte en œuvre parce que j'imagine bien que dès le mois de mars, avril, à moins que la Chine nous renvoie le pétrole au-delà de 100, voire plus haut, comme certains le prétendent désormais, on aura des biais de comparaison très favorables, c'est-à-dire que l'inflation, au moins sur les matières premières, va chuter très fortement. Mais il y a un certain nombre d'interrogations. Voilà, historiquement, professionnellement, j'avais une seule fois dans ma vie professionnelle, lorsque je gérais un fonds et que je gérais des fonds en dollars, que je gérais des fonds en yens, que je gérais des fonds en francs suisses et donc évidemment en euros. Donc on faisait beaucoup de couverture et qu'on travaillait sur tous les marchés. J'avais une seule fois essayé de monter une stratégie long-short entre les États-Unis et l'Europe, car après plusieurs années favorables aux marchés américains, je considérais qu'effectivement, c'était le temps des marchés européens. Je vous parle de ça, c'était avant la crise de 2008, vous voyez, donc j'avais que moins de 15 ans de métier, et donc je croyais encore au fameux discours sur le fait que que cette année, c'est l'année des marchés européens qui vont faire mieux que les marchés américains. C'est vrai que l'an dernier, c'est un peu ce qui s'est produit. De là à croire que les marchés américains feront moins bien encore cette année, j'ai beaucoup de mal à le croire. Ce qui veut dire que dans mon scénario, soit les marchés européens vont stagner, les marchés américains vont flamber pour rattraper le retard. Soit si ça baisse, les marchés européens finiront par baisser plus vite, comme c'est souvent le cas. Autrement dit, s'il y avait de mauvaises nouvelles qui rentraient dans le pipe macro ou micro dans les prochaines semaines, les Américains, les investisseurs, hein, on va dire en général, ne s'embêtent pas. Ils jettent tout ce qu'ils considèrent comme moins fiable. Et le moins fiable, je suis désolé, c'est nous. Voilà. Donc voilà pour. Donc je suis désolé de ne pas avoir une opinion plus forte, mais j'en ai pas. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les marchés. J'espère que ça vous était utile. Il reste 5 minutes, donc si vous avez des questions sur ce qu'on a vu ou sur ce que vous voulez, sur votre trading, je suis à vous. Voilà. Je veux pas, j'essaye de ne pas dépasser l'horaire parce que je sais que c'est tard, je sais que on est fatigué, moi aussi d'ailleurs. J'ai eu une journée chargée en trading. Est-ce que, si tu peux me permettre de faire une petite question au passage, donc nous sommes en janvier, et ça n'a échappé à personne, je pense. Est-ce que l'effet calendaire propre au mois de janvier, qui est dû effectivement
à ce que les plus mauvaises performances sur la liste des actions en plus mauvaise performance sur la fin de l'année, y ait un effet inverse, un rattrapage, une sorte de on redonne on essaie de choisir les meilleurs recovery pour l'année 2023. Est-ce que tu as observé ça? Est-ce que tu suis ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Alors, donc déjà, c'est surtout sur les actions, évidemment. Après, donc tu sais qu'à la base, je reste surtout un trader futur et des traders et un full trader. Maintenant, ça fait plusieurs années, notamment parce que j'accompagne des gérants professionnels qui, eux, ne font que des actions, que je fais des actions. Alors, effectivement, pour en discuter avec eux aussi, effectivement, il y a cet effet-là, mais typiquement, c'est un effet que l'on va retrouver sur les valeurs un peu, alors j'allais dire un terme que j'aime pas, dont je me retiens, effectivement très en retard, donc très mal perçu par les investisseurs. Donc typiquement, on voit que ce début d'année, c'est Orpea, c'est Atos, bref, c'est pas les valeurs les plus flamboyantes peut-être pour les 25 prochaines années. Voilà. Et on voit à l'inverse que LVMH vient de taper de nouveaux records. Tiens, je l'ai là, justement. Donc, voilà. Donc, alors, l'effet janvier, oui. Moi, je pense surtout qu'il y a un effet marché creux. C'est-à-dire que pour avoir encore beaucoup de traders que j'ai formés lorsque j'étais gérant pro et que j'en recruté, que j'en formé, il y en a qui sont encore dans le métier. Ben, ils sont rentrés à peu près tous cette semaine, je veux dire, comme j'ai fait moi aussi, pratiquement, si tu veux. Ça signifie que la première semaine est très, très creuse. Et la première semaine n'intéresse franchement pas grand monde. On attend effectivement les résultats qui vont commencer là maintenant. Et c'est eux qui vont vraiment nous dire ce qu'il faut faire sur les marchés. Donc, on est vraiment sur des marchés, je dirais, un pilotage automatique parce qu'il n'y a pas un gros intérêt à l'instant T. Et de plus en plus, ce qu'on voit, si tu veux, c'est-à-dire que les marchés font des gros mouvements sans gros intérêt. Euh, et on l'a bien vu, par exemple, le 13 décembre. Ouais, enfin, c'est pas, il n'y a aucun secret, je l'ai écrit, je l'ai dit, etc. J'avais pris de grosses positions short sur les 6800 points, voilà, je veux dire, et je visais les 6400 points. Il n'y avait rien de très compliqué, c'était extrêmement simple. La seule chose qu'on ne savait pas, c'était est-ce que ça se ferait en 5 semaines comme ça s'est fait ou en 3 semaines de plus, etc. Bon, ça, on ne le savait pas. Mais on savait aussi que ça tenait longtemps et que le jour où et que les 400 points, ils se sont faits en 3 jours. Après que le marché est tenu entre le 29 septembre et le 13 décembre, où tout le monde disait c'est solide, c'est résilient, ça ne cassera pas, patati patata, patati patata. Et le jour où ça pète en 3 jours. Donc, on est sur des marchés qui sont en mode on-off. Lorsque ça monte, ça monte. Puis, à un moment, on distribue si c'est après une hausse ou on accumule si c'est après une baisse. Et soudain, on se retourne et on se retourne, on se retourne, on se retourne. Donc, il y a beaucoup moins de retracements que ce qu'il y avait précédemment, pour être clair. Et les retracements, lorsqu'ils se font, ils sont beaucoup plus violents. Mais ils arrivent beaucoup plus tard parce que l'inertie du mouvement précédent est beaucoup plus long à se retourner. Voilà. Et ça, c'est un phénomène, qui est extrêmement clair. Alors, c'était un phénomène très accentué par les injections de liquidités des banquiers centraux. Se reproduit, se reproduit encore, on verra jusqu'où. Je pense pour le moment qu'il se reproduit, mais que c'est juste un effet un peu que les traders, ben, on va dire que quand même la plupart des traders qui ont moins
de 15 ans de métier, dont je parle des professionnels, n'ont connu que les banquiers centraux à l'aide. Donc, ils se disent toujours que non, non, qu'ils seront là, donc il faut acheter. Enfin bref, voilà. Et moi, je pense que le monde a changé. Je pense que le monde a changé. Je pense que le monde économique a changé, que le monde financier a changé et qu'on a clos en 2022 un cycle qui a démarré en 1989 avec la chute du mur, avec ce qu'on a appelé la mondialisation. Et donc, il faudra des à-coups qui vont se faire violents, dans tous les sens. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là, Bernard, bien sûr, et c'est notamment quelque chose qui pourra nous servir un petit peu de fil rouge pour l'année 2023 à suivre, puisque bon, effectivement, si tu te places dans la perspective 1989-2022, ça fait quelques années quand même, hein, au passage, tout le monde n'a pas forcément nos âges, entre guillemets, sans dire C'est qu'on est ça. des vieux schnocks, mais quelque part, effectivement, des crises et des changements majeurs, on en a connu, hein, beaucoup. Et là, je pense aussi un petit peu comme toi, sur l'année 2022. Alors pourquoi je pense aussi un petit peu comme toi? Parce que chez WH Self Invest, nous avons mis en place un service de compte géré à partir de 2020 qui se veut pour tirer profit de ce qu'on appelle des effets de marché, et donc des phénomènes qui ont tendance à se reproduire avec une certaine probabilité de réussite, mais qui, comme tout système, ne vont pas forcément fonctionner dans 100% des cas, sinon le Graal n'existant pas, ça serait miraculeux quand même. Mais ce que j'explique, parce que nous avons fait une contre-performance sur l'année 2022, comme il y en avait une en 2013 dans le domaine du backtesting à l'époque. Et j'attribuais ça justement à ce changement de paradigme qui est intervenu en 2022, puisqu'on est passé de taux d'intérêt ridicules au début de l'année 2022 à des taux d'intérêt plus que, on va pas dire importants, mais qui sont devenus significatifs en fin d'année 2022. Donc je pense que dans l'assistance, s'il y a des gens qui se sont intéressés à des projets immobiliers sur l'année 2022, entre le début de l'année et la fin de l'année, il valait mieux signer en début d'année qu'en fin d'année, bien évidemment, si c'était pour acquérir des biens ou autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça, ce bouleversement qui s'est produit en 2022, je pense qu'effectivement, ça correspond à ce changement de cap. Et ça devrait être intéressant, effectivement, de suivre ça dans les mois prochains, puisque nous t'inviterons tous les mois désormais, bien sûr, en 2023 également, et de suivre un peu si ça se confirme. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, durant ces gros changements de paradigme, bah, tout ce que l'on peut exploiter dans nos stratégies, tout ce qu'on essaye d'exploiter, dysfonctionne, disons-le clairement. Et après, une fois que les choses refonctionnent, on ne va pas dire normalement, mais une fois que c'est un peu à beaucoup plus petite échelle, je dirais, c'est un peu comme quand il y a une statistique à 14h30. Bien sûr, les gens qui font de l'infiniment petit, les scalpeurs et autres, qui travaillent à la seconde, ils restent hors marché quelques minutes avant et quelques minutes après. Là, à l'échelle de semaines et de mois, j'ai le sentiment que c'est un peu ce qui s'est passé en 2022 et que effectivement, pour ceux qui avaient des stratégies long terme, il valait mieux se débrancher ou se rester hors marché ou se rebrancher différemment. Et là, peut-être qu'en 2023, on va pouvoir suivre ces choses-là et pouvoir à nouveau exploiter des stratégies qui n'étaient plus, qui n'ont pas fonctionné en 2022, mais qui fonctionnaient précédemment, quoi. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Moi, je trouve que oui. Hein. C'est parfait. Bon, En ce on, qui me concerne, oui, Alex. super génial. Bon, tout ça pour faire une petite perspective pour les prochains rendez-vous. Donc, restez fidèles quelque part à nos webinaires. Le programme des webinaires continue à s'enrichir. Chez WH Self Invest, on a un rythme de 2, 3, des fois 4 webinaires par semaine, donc c'est très soutenu. Et voilà, ça vous apporte effectivement des éclairages réguliers dans beaucoup de domaines. Donc, restez fidèles à nos webinaires si vous le voulez. Et puis, on peut se retrouver, bien sûr, de nombreuses fois. En ce qui me concerne, je ferai un webinaire demain, à titre personnel, sur notre offre Freestocks, qui est une offre pour intervenir sur les marchés américains sans commission. Et là, on est dans le domaine des actions. Donc, là aussi, ça peut être pertinent pour
tout un chacun qui voudrait se constituer un portefeuille de valeurs américaines. Voilà, bonne soirée à toutes et tous. Merci Bernard pour cette intervention. Merci à tous. Merci à toutes et tous. C'est toujours un grand plaisir de t'accueillir et je vais couper le mode enregistré déjà là. Ça marche.